Alors, bienvenue à cette deuxième grande conférence Brian Mulroney et merci d'être présent en si grand nombre ce soir malgré la pluie. Alors, mon nom est Jonathan Paquin, je suis le directeur de l'École supérieure d'études internationales ici à l'université et il me fait très plaisir d'animer cette conférence. En janvier dernier, nous avons eu la chance d'accueillir Bob Rae, ambassadeur du Canada et représentant permanent aux Nations unies. Ça nous a permis, avec M. Rae, de donner le grand coup d'envoi de cette série de conférences Brian Mulroney. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir la générale Jenny Carignan, chef d'état-major de la Défense du Canada. Général Carignan, vous êtes là? Oui. Je vous remercie. C'est une bonne chose que vous soyez là. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite la bienvenue à l'Université Laval. Vous êtes chez vous, c'est votre alma mater. Vous avez déjà étudié dans ces murs. Donc, merci d'être avec nous. Permettez-moi de saluer nos partenaires puisque cette conférence est réalisée en collaboration avec Bombardier, la Ville de Québec, le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et Québec international. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à nos invités, M. Christopher Skeete, qui est le ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Sophie Damour, la rectrice de l'Université Laval, M. Laurent-Étienne Desgagnés, directeur des Relations internationales à la Ville de Québec, M. Pierre Pioune, vice-président Affaires gouvernementales et avec l'industrie chez Bombardier, Mme Marie-Josée Chouinard, vice-présidente Talents internationaux et investissements étrangers chez Québec international. C'est pas fini. Je salue également Mme Eugénie Brouillette, qui est vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'université. Je salue Mme Caroline Sénécal, vice-rectrice adjointe aux études, ainsi que plusieurs doyens et doyennes, plusieurs partenaires, donateurs, partenaires philanthropiques, dont l'appui contribue à faire de cette série de conférences un rendez-vous incontournable sur les enjeux internationaux. Et enfin, à vous toutes et tous, distingués invités et membres de la communauté universitaire, je vous souhaite la plus cordiale, la plus cordiale, oui, des bienvenus. Quelques mots sur la mission des grandes conférences Brian Mulroney. C'est une série de conférences organisées par l'École supérieure d'études internationales et l'objectif, c'est de créer un espace de dialogue entre le milieu universitaire et les acteurs clés dans la grande région de Québec, mais aussi au Québec et au Canada, des acteurs clés qui sont issus des milieux des affaires, des milieux gouvernementaux, associatifs, militaires et médiatiques, afin de discuter des enjeux internationaux qui façonnent notre avenir collectif. Et pour situer cet événement dans une perspective plus large, j'invite maintenant la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, à prendre la parole. Mme Damour. Général Carignan, Jenny Carignan, chef d'état-major de la Défense, un grand merci d'être là avec nous. Monsieur le ministre Skeete, merci aussi d'être là. Chers partenaires, Monsieur Pioune de Bombardier, c'est un plaisir de vous avoir. En fait, tout le monde, je vous dis merci d'être là. C'est un moment privilégié que l'on a de pouvoir partager ce moment d'échange avec des personnes très engagées qui comprennent bien les enjeux de notre époque et qui œuvrent au service public. Alors, je vous dis un grand merci encore une fois. Je souhaite la bienvenue à tout le monde ici dans cette salle pour cette nouvelle édition des grandes conférences Brian Mulroney. C'est un événement, un rendez-vous phare de notre université. Il incarne notre mission de former des leaders éclairés et engagés dans la recherche de solutions aux grands défis de notre époque. Il donne aussi l'occasion de rapprocher l'expertise académique de ces grands enjeux de société. Comme je l'ai souligné lors du discours de la rentrée, nous vivons un contexte mondial sans précédent de grandes turbulences géopolitiques.
Près de nous, les guerres et les conflits prennent de l'ampleur et il est normal de souhaiter mieux comprendre, d'avoir des questions. Et ce soir, on aura l'occasion, je suis convaincue, de trouver réponse et sortir d'ici en se disant « je comprends mieux la situation ». Je faisais aussi mention dans mon discours que notre économie fait face à d'importantes incertitudes, alors que des pouvoirs économiques entre les pays se redéfinissent dans un monde de tarifs, de sanctions et de repli. Et ça aussi, c'est une condition qui nous rend, je dirais, plus vulnérables, plus inquiets et qui mérite qu'on se pose des questions. Et c'est pourquoi ces conférences sont si importantes. Elles stimulent la réflexion sur les défis contemporains en donnant la parole à des personnalités d'exception comme vous, Général Carignan, dont le parcours inspire et éclaire. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une figure remarquable du leadership canadien pour ce faire. Ces rencontres sont rendues possibles grâce à l'École supérieure d'études internationales et je dois le dire, grâce au leadership de son directeur scientifique, Jonathan Paquin. Merci, professeur Jonathan Paquin, parce que vous faites un travail remarquable. Vous unissez les forces, vous inculquez un dynamisme à notre université. Comme je disais tout à l'heure, il ne fait pas que diriger la science. Vous aurez compris qu'il y a plein de tâches. Là, je ne les nommerai pas toutes, mais il en fait beaucoup. Alors, on apprécie vraiment ce leadership-là. Et celui de l'école tout entier, parce que cette école, elle est un véritable carrefour de savoir. Elle se distingue par son expertise unique en gouvernance mondiale, en diplomatie et en sécurité internationale. Elle incarne l'engagement de l'Université Laval envers une compréhension plus fine, plus critique des dynamiques globales. Et à titre d'exemple, l'école organise chaque année une rencontre Université Défense qui s'appelle UNIDEF. Cet événement illustre parfaitement la volonté de penser et d'agir à l'échelle internationale. La plus récente rencontre, tenue au printemps, portait sur le renforcement de la présence militaire en Arctique et dans l'Indo-Pacifique. Alors, j'ai remercié Jonathan Paquin et toute son équipe, mais je tiens également à remercier chaleureusement tous nos partenaires qui rendent cette rencontre possible. D'abord, Bombardier, merci. Merci d'être présent et à nos côtés. La Ville de Québec, vous êtes toujours là, on l'apprécie grandement. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie, Monsieur le ministre, vos collègues qui sont ici aussi, je vous dis merci parce que sans vous, on n'aurait pas cette force-là à Québec et au Québec. Et puis, on vous doit beaucoup dans le développement de cette grande force intellectuelle au Québec. Je veux aussi remercier Québec international, grand allié de tous les jours. Je cherche Marie-Josée. Merci beaucoup de nous permettre de tenir cet événement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'entendre la voix d'une femme au parcours exceptionnel et inspirant. La chef d'état-major de la Défense, Jenny Carignan. Une femme qui a consacré sa vie au service du Canada. Elle a gravi les échelons des Forces armées canadiennes avec rigueur, courage et intégrité. Son leadership est fondé sur l'écoute, la résilience et l'excellence. L'Université Laval lui a d'ailleurs décerné, en 2019, un doctorat honoris causa pour son apport remarquable à la société canadienne et à la paix internationale. Alors, merci de nous faire l'honneur de vous avoir chez vous. On disait tout à l'heure, Mme Carignan est diplômée de la Faculté des sciences de l'administration. Elle dit, je suis venue ici dans ce pavillon étudier. Alors, bienvenue encore une fois. Et maintenant, j'invite Jonathan Paquin, professeur de l'École supérieure d'études internationales, à reprendre le contrôle de la rencontre. Merci.
Merci beaucoup, Madame Damour. J'invite maintenant M. Pierre Pioune, vice-président Affaires gouvernementales avec l'industrie chez Bombardier, à vous dire quelques mots en tant que partenaire financier de cette deuxième édition des grandes conférences. Brian Mulroney. M. Pioune. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir au nom de Bombardier d'être ici et de soutenir la conférence. C'est la première fois en fait qu'on a ce partenariat pour les grandes conférences Brian Mulroney et ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir l'honneur de pouvoir avoir cette collaboration avec l'École supérieure des relations internationales de l'Université Laval. C'est certain que pour une compagnie comme Bombardier, une multinationale avec des assises extrêmement solides ici au Québec, mais avec des intérêts partout à travers le monde, les questions qui sont reliées à la situation géopolitique mondiale sont extrêmement intéressantes pour nous. Puis également, ils ont un impact sur les intérêts d'affaires. Constamment, les intérêts d'affaires se frottent au contexte géopolitique, se frottent aux questions de politique publique et des questions internationales qui nous affectent à tous les jours. Bombardier a une présence substantielle au Canada. On soutient environ 50 000 emplois à travers le pays. On génère environ 7,4 milliards de dollars en termes de contribution au PIB national. Et on exporte 95 % de notre production avec notre écosystème, des fournisseurs qu'on a partout à travers le pays. Et c'est ce volet exportation qui fait en sorte qu'on est très, très proche des questions géopolitiques mondiales. Comme ça a été précédemment mentionné, je pense que ce serait un euphémisme de dire que le contexte géopolitique est en mutation ou en mouvance. En fait, il y a une transformation qui est en cours et l'ordre, je dirais, l'ordre mondial est en train d'être renversé. Alors, ce qui arrive est effectivement sans précédent. Puis la question de sécurité nationale et internationale devient de plus en plus prédominant, incluant pour la communauté d'affaires. Et je pense qu'il va sans dire que de plus en plus, la sécurité économique puis la sécurité nationale, ça va de pair. Puis si je vous donne juste rapidement quelques exemples, par exemple, la sécurité dans l'Arctique, on parle aussi, c'est un aspect important, de protéger nos ressources qui sont dans l'Arctique, incluant les minéraux critiques, incluant les ressources gazifères et pétrolières. Il y a une compétition intense pour ces ressources-là. Il y a aussi la question de cybersécurité. La cybersécurité, les attaques n'affectent pas seulement les infrastructures militaires, mais c'est des infrastructures économiques critiques pour notre pays. Puis c'est des secteurs qui sont d'ordre stratégique. Certainement dans l'aéronautique, on est beaucoup impacté par les attaques dans le domaine de la cybersécurité. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous les Canadiens. L'économie, la sécurité économique et la sécurité nationale se fondent l'un dans l'autre, vont de pair. Le niveau d'appui public présentement pour les investissements en défense est sans précédent. Puis ça, je pense que c'est extrêmement bienvenu. Puis certainement, nous croyons, puis je pense que je peux parler aussi au nom de l'industrie de l'aéronautique, puis l'industrie plus large de la défense, que c'est une opportunité pour vraiment bâtir la nation et d'utiliser ces investissements-là en défense comme levier pour pousser l'innovation canadienne, l'innovation québécoise et mettre à contribution d'autres secteurs qui ne sont peut-être pas traditionnellement des secteurs dans le domaine de la défense pour non seulement répondre à nos propres besoins en sécurité nationale, mais également de pouvoir fournir des solutions à l'international et de faire du Canada un partenaire qui est encore plus indispensable sur la scène internationale. On est en mesure d'appuyer nos alliés avec des solutions qui sont basées sur des capacités qui sont souveraines ici au Canada. Alors, on se voit certainement comme un acteur, un partenaire de choix ici au Canada, puis pour l'industrie également, pour les années à venir, pour, je pense, cet objectif commun qu'on partage. Mon dernier mot, ça va être juste signifier, je pense, l'importance de continuer à appuyer vraiment nos forces armées que vous dirigez, Général Carignan. Je pense que la contribution les sacrifices personnels que les forces armées font au quotidien pour protéger notre pays, mais aussi promouvoir et protéger nos intérêts, je pense que c'est fantastique. Et présentement, avec l'attention accrue pour le domaine de la défense, je pense qu'il y a un niveau de visibilité qui est plus élevé, qui est très bienvenu par rapport à la contribution de nos forces armées à notre quotidien puis notre sécurité.
Alors, je vous souhaite une excellente conférence et encore une fois, on est très heureux d'avoir ce partenariat en place avec l'Université Laval. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Pioun. J'invite maintenant le ministre des Relations internationales et de la francophonie, M. Christopher Skeete, à vous adresser quelques mots. M. Skeete. Bonsoir tout le monde. Pas facile d'être quatrième. Pierre, tu as pris l'essentiel de mon discours, mais je voudrais prendre rapidement un moment, puis c'est sur le point que tu as terminé, Pierre, de remercier les forces canadiennes pour tout ce qu'ils font dans leur quotidien pour nous protéger. On l'oublie, mais les sacrifices de ces gens-là, il est incalculable. Des heures passées loin de la maison, loin de leur famille, tout ça en notre nom pour nous protéger. Vous nous rendez fiers à tous les jours. Merci beaucoup à vous, à votre équipe et aux forces canadiennes, Général Carignan. Merci aussi d'être ici avec nous pour échanger avec la jeunesse et la communauté élargie de la Ville de Québec. C'est tellement important d'avoir ce dialogue. Madame Damour en parlait d'ailleurs. L'importance de ces échanges. Si je me rappelle de mon passage à l'université, je le disais ce matin en entrevue, je ne suis pas la même personne qui est sortie de l'université que la personne qui a entré. Parce qu'on a challengé mes idées, parce que j'ai entendu des points de vue que je n'ai jamais considérés, et grâce à ça, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Donc, j'aimerais remercier l'Université de Laval pour organiser cette grande conférence à l'honneur d'un grand premier ministre qui nous a laissés. Bien, je vais être peut-être un peu répétitif, mais effectivement, l'ordre mondial a changé. Et ça veut dire que chacun d'entre nous va devoir aussi changer. Ça veut dire que le sentiment qu'on ressent, chacun et chacune, dans notre quotidien, surtout dans l'imprévisibilité imposée par notre voisin du Sud, mais c'est un sentiment d'instabilité qui nous guette. C'est comme si on n'est plus où ce qu'on était, puis on n'est pas tout à fait rendu où ce qu'on va être. Et c'est un sentiment qui nous déstabilise. Pendant longtemps, on ne pensait pas à l'intégrité territoriale. C'est bizarre d'utiliser des mots comme ça. Ça fait lointain, ce genre de réflexion-là, mais plus que jamais, ces questions deviennent incontournables. Et on doit se préparer pour la suite. Pas parce qu'on souhaite davantage un monde instable, c'est qu'on va vivre dans un monde instable. Et moi, je suis un optimiste de nature et donc je vois le verre comme à moitié plein. On a une opportunité incroyable, non seulement d'investir davantage pour assurer que la vision québécoise, notre vision à nous du monde, puisse se faire voir partout à l'international. Quel beau défi dans un moment où ce que plus que jamais les repères, la boussole est déséquilibrée. Et donc, le Québec a l'intention de faire plus dans le monde. Déjà, on est présent dans 19 pays, 34 bureaux. L'État fédéré au monde qui occupe le plus de place. Mais nous, on va pousser davantage la doctrine Général Lajoie pour partager avec le restant du monde qu'est-ce qui nous rend différents, qu'est-ce que nous pensons de ce monde, pour promouvoir le français, promouvoir nos valeurs, mais surtout appuyer le multilatéralisme pour lequel on est connu au Canada et au Québec. J'aimerais vous dire en terminant que ces défis-là vont nécessiter qu'on change notre paradigme personnel. Il est vrai, comme le disait Pierre, qu'on va devoir investir massivement pour protéger notre intégrité territoriale, notre souveraineté, bref. Et j'ai en tête, je le disais tantôt quand j'ai rencontré les employés du MRIF, mais j'ai en tête aussi une citation de M. Macron qui l'a dit, je pense, très bien, et beaucoup en lien avec ma pensée. Pour protéger notre liberté, il faut être craint. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Et je pense que plus que jamais, on va devoir s'autosuffire et s'assurer nous-mêmes de notre propre souveraineté. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des emplois de qualité,
Ça va nous permettre d'avoir une révolution d'innovation scientifique. Quelle belle occasion pour nos universités. Puis aussi, en même temps, on va devoir faire notre part pour nos alliés. Et qui sait, peut-être nos alliés et nos voisins vont pouvoir gagner et réussir dans un monde de plus en plus complexe avec un allié fiable que nous souhaitons être. Et donc, je vous souhaite des bons échanges, des belles discussions et surtout, sachez qu'on n'est pas seul là-dedans de se sentir un peu entre deux. Tout le monde essaie de naviguer cette période d'incertitude, mais comme disait l'autre, une chance qu'on ça. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, M. Skeet. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre invité d'honneur. On l'a dit, il s'agit de la générale Jenny Carignan. Avant de l'inviter à me rejoindre sur scène, j'aimerais tout de même brièvement esquisser un peu l'évolution de sa carrière. La générale Carignan s'est illustrée tout au long de sa carrière par un parcours exceptionnel au sein des forces, vous le savez. Elle a été officier de génie de combat. Elle a commandé à tous les niveaux en sol canadien comme en mission à l'étranger. Elle a notamment dirigé des troupes en Bosnie-Herzégovine, en Afghanistan. Elle a été commandante de la mission de l'OTAN en Irak en 2019-2020 à la demande du gouvernement irakien, on s'entend. Mission qui avait pour objectif de stabiliser le pays, de renforcer les capacités militaires du pays, notamment face au groupe État islamique. La générale Carignan a également marqué l'histoire en devenant la première femme chef d'état-major de la Défense. Mais ce n'est pas tout. Elle a également été la première femme à occuper cette fonction au sein d'un pays du G7. Et pas seulement un pays du G7, aussi au sein des pays du G20. Donc, ça fait plusieurs premières. Bravo. Parallèlement à ses fonctions de commandement, la générale Carignan s'est également engagée à transformer, on l'a dit, la culture organisationnelle des forces armées en favorisant l'inclusion, le respect et la diversité, des valeurs qui nous sont chères et qui manifestement devront être défendues au cours des prochains mois et des prochaines années. Et sa présence parmi nous prend d'autant plus de sens qu'elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'inclusion à l'Université Laval. Donc, comme on dit en bon québécois, bon timing. Ce soir, le général Carignan partagera avec nous sa vision, son expérience, ses réflexions sur les enjeux contemporains de défense et de sécurité. Je vous ai déjà fait attendre bien trop longtemps. Allons-y, mesdames et messieurs. Accueillons chaleureusement la générale Jenny Carignan. Merci. Merci à vous. Je pense qu'on... Ah, vous êtes là. Ils nous ont changé de Vous bord. avez raison. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. J'ai préparé des questions. Mais avant de vous poser mes questions, rapidement, je tiens à dire que nous aurons une période d'échange de 30 minutes. Ensuite, il y aura une quinzaine de minutes pour les questions des gens dans la salle. Donc, si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres et que vous avez vraiment envie de les poser dès maintenant, prière d'attendre un peu, il y aura une période de questions. Et avant de vous poser ma première question, je vous cède la parole pour quelques remarques introductives. Bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être de retour à l'Université Laval et plus spécialement sur le sujet qui nous préoccupe ce soir. Donc, un grand plaisir d'avoir la chance d'échanger sur les enjeux de défense et sécurité pour le Canada. Peut-être que je pourrais faire une petite mise en contexte, puis ensuite on pourra y aller avec vos très, très bonnes questions en passant. La première chose que je voudrais faire, c'est
expliquer le rôle d'un chef d'état-major de la Défense. Qu'est-ce que ça fait, ça, un chef d'État? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pour peut-être mieux cerner le rôle que je joue au sein du ministère de la Défense présentement. Mon rôle est très, très simple. Selon la loi de la Défense nationale, c'est quelques lignes seulement. C'est le contrôle et l'administration des Forces armées canadiennes. C'est tout. D'accord. C'est très simple. C'est extrêmement simple. Et ça implique aussi prodiguer des conseils militaires au gouvernement canadien, présenter des options militaires sur les divers enjeux géopolitiques auxquels on fait face, parce que ça prend des options. Chaque crise, chaque situation demande un positionnement des options militaires pour justement rencontrer les objectifs stratégiques du gouvernement. Donc, en gros, mon travail, ça se limite à ça. Mais ça a énormément de ramifications en termes d'autorité légale aussi et comment on gère les forces, et etc., etc. Pour revenir maintenant sur le contexte géopolitique, vous l'avez tous mentionné, on est en plein changement. J'aime beaucoup décrire l'environnement avec un acronyme. On est fort sur les acronymes à la Défense. VICA, c'est peut-être un terme qui est déjà utilisé, mais en fait, c'est volatile, incertain, chaotique et ambigu. C'est vraiment comment on ressent l'environnement en ce moment. Et c'est clair que ce qu'on a fait au cours des 30-35 dernières années, après la guerre froide, maintenant, c'est plus le modèle qui fonctionne pour nous, les forces. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Forces armées canadiennes? Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada? Ce que ça veut dire, c'est que on doit maintenant s'assurer qu'on met les priorités aux bons endroits. Donc, on a une politique de la défense qui fait très bien ça, en fait. C'est très clair qu'on doit axer nos efforts, nos priorités sur le territoire canadien et sur l'Arctique. Ensuite, c'est nos engagements avec nos alliés de l'OTAN en Europe. Et finalement, il y a l'Indo-Pacifique aussi qui est très exigeant en termes de projection militaire. Donc, c'est très clair en termes de politique et moi, ça m'aide beaucoup à faire mon travail pour bien servir chacun de ces théâtres d'opération-là pour le Canada. Je veux parler un petit peu de la menace militaire, puis de la menace en général. La différence qu'on voit dans le contexte actuel, c'est qu'il y a une convergence de plusieurs menaces qui, habituellement, sont unidimensionnelles. Mais ce qu'on observe présentement, c'est des menaces multidimensionnelles qui sont accélérées par la technologie et les changements climatiques. Si on regarde aux technologies qui sont développées par nos adversaires, on parle ici surtout de missiles, de différents types de missiles. On parle de technologies maintenant qui peuvent atteindre notre continent, n'importe quel centre urbain à l'intérieur de notre territoire, à cause aussi des véhicules qui sont utilisés pour livrer ces technologies-là, ces missiles-là. Mais ça part de l'espace, ensuite avec le domaine aérien jusqu'au domaine maritime, sous-marin et aussi terrestre. On ajoute à ça une dimension hybride, à ce que nos adversaires nous servent comme plat qui nous cause énormément de dilemmes. Pensez aux drones qui sont lancés un peu partout au-dessus de l'espace aérien de l'Europe, mais aussi au-dessus de notre espace aérien. On a eu les fameux ballons il y a 2 ans, et des choses comme ça qui nous causent, qui nous forcent à réagir et à déployer nos efforts.
C'est hybride, c'est en dessous du seuil de conflit et ça nous cause beaucoup de distractions, mais aussi ça nous cause énormément de dilemmes en termes de réaction. On doit aussi penser à la désinformation qui affaiblissent nos institutions démocratiques et les changements climatiques qui viennent accélérer l'accès aussi à divers endroits comme l'Arctique qui était auparavant non accessible. Alors, qu'est-ce que c'est la conséquence pour le Canada? C'est que notre géographie, malheureusement, ne nous protège plus aussi bien qu'elle l'était auparavant. Et puis là, on se ramasse un peu dans un état vulnérable parce qu'on n'a pas nécessairement ce qu'il faut présentement pour répondre à ce genre de menaces-là. C'est pas trop tard, par exemple. On est déjà bien parti, on a une base solide sur laquelle se baser pour construire tout ça. Mais comme ça a été mentionné, on a besoin d'amener le plein potentiel canadien derrière tout ça parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, la menace n'est pas unidimensionnelle, ce n'est pas qu'une menace militaire, ça doit être une réponse compréhensive, globale, de tout ce qu'on peut amener vers l'avant pour combattre tout ça. Parce que la désinformation, ce n'est pas strictement une chose militaire. Les missiles, ça l'est par contre, mais avant que les missiles soient lancés, il y a beaucoup de choses qui se produisent avant. Et pour avoir cet effet dissuasif-là, c'est extrêmement important. Il faut s'assurer d'avoir une défense robuste et une résilience qui peut justement causer le dilemme chez nos adversaires de façon à ce que ce soit plus coûteux de leur côté de vouloir nous causer des dommages. Donc, l'effet ici, là, préparer la paix, pour avoir la paix, préparer la guerre, ce qu'on cherche avant tout, c'est un effet dissuasif pour qu'on n'ait pas à se battre, pour qu'on ne soit pas dans un scénario où il faut se battre. Donc, il faut vraiment s'assurer de combler ces vulnérabilités-là qu'on a présentement. Alors, je m'arrête ici et je vous repasse la parole. Merci, Général, pour ces remarques qui viennent vraiment planter le décor de la discussion que nous aurons pendant une trentaine de minutes. À vous écouter parler, je me disais que vous avez probablement hérité du contexte international le plus instable, le plus volatile, le plus dangereux des 30, 35 dernières années, mais que contrairement à vos prédécesseurs, vous aurez, semble-t-il, suffisamment de moyens, ou en tout cas beaucoup de moyens, pour parvenir aux objectifs que vous avez identifiés, alors que vos prédécesseurs souvent disaient il n'y a pas suffisamment d'argent, il faut faire plus avec moins. Donc, au moins, il y a, de votre point de vue, je présume, cette bonne nouvelle qui a été annoncée. Et parlant donc d'investissement, parlons des investissements en défense, et là, je retourne vers mes cartons, mais je pourrais bien honnêtement, vous la posez les yeux fermés parce qu'on a parlé abondamment de la question du 2 % en défense. Hein, c'est une cible à laquelle l'ensemble des membres de l'OTAN s'étaient engagés en 2014. C'était la cible de tous les pays, c'est-à-dire que tous les pays devaient investir la valeur de 2 % de leur produit intérieur brut en défense. Et puis le Canada, pendant longtemps, a tiré de la patte, comme on dit. Le premier ministre Trudeau, l'ancien premier ministre Trudeau, avait annoncé en 2024 que la cible de 2 % allait être atteinte en 2032. Et puis finalement, Donald Trump est arrivé au pouvoir, le premier ministre Carney est arrivé au pouvoir, et puis on a donné un grand coup d'accélérateur. Donc, le gouvernement actuel a décidé d'atteindre l'objectif du 2 % en 25-26. On a ajouté 9 milliards de dollars, ce qui est une somme considérable, bien entendu, et on pensait qu'en soi, c'était une fin. Et puis finalement, on s'est mis à parler de 5 % d'investissement en défense. Lors du dernier sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas, en juin dernier, l'ensemble des membres de l'OTAN, à l'exception de l'Espagne, se sont engagés à investir 3,5 % de leur produit intérieur brut en défense et d'ajouter 1,5 % pour tout ce qui relève de la défense au sens large, c'est-à-dire le développement d'infrastructures
utilité double, défense civile, des aéroports, des ports, des routes, des infrastructures numériques, etc. Donc, cet objectif, qui est de 5 %, les États se sont engagés à l'atteindre d'ici 2035. Donc, le budget de la défense, qui est à peu près à 62 milliards de dollars canadiens, actuellement, il y a déjà beaucoup comparativement à ce que nous avions au cours des prochaines années, ça croîtra considérablement jusqu'à 150 milliards de dollars au cours des prochaines années. J'en viens à ma question. Je suis désolé pour ce trop long préambule. Il faut bien comprendre. Oui. Alors, comment les Forces armées canadiennes comptent-elles atteindre cet objectif? C'est énormément d'argent. Comment faire compte tenu du fait qu'il y a une bureaucratie qui existe, il y a une façon de faire et tout à coup, il faut changer, je ne dirais pas radicalement, mais il faut certainement accélérer le pas. Certainement. Peut-être quelques mots sur le 2 le 3,5 de ma perspective, c'est des investissements, oui, mais il faut être capable de les traduire en capacité militaire. Il y a un résultat ici qui est attendu. Ce n'est pas juste dépenser des fonds pour les dépenser. Il faut vraiment les traduire en capacité militaire qui livrent des effets militaires, qui rencontrent les objectifs des Canadiens, à la défense des Canadiens. Donc, pour moi, que ce soit 2 ou 2,1 ou 1,8 ce qui est important, c'est d'être en mesure de traduire tout ça en capacité militaire. Et le défi qu'on a présentement, c'est d'effectuer une transformation majeure du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale et en même temps de continuer à défendre et à faire notre travail au quotidien. C'est clair qu'on ne peut pas mettre la défense sur pause pendant qu'on est en train de se transformer. Il faut s'attaquer à ça de front parce qu'il y a une demande actuelle et il faut aussi voir au futur. Comment on va s'y prendre? Notre plan est déjà très élaboré pour le 2 parce que quand je suis entrée en poste l'été dernier avec ma partenaire, qui est la sous-ministre de la Défense, on s'est immédiatement mis à la tâche parce qu'on savait qu'on allait lui demander, bien, c'est quoi votre plan pour le 2 alors, on était prêts. Quand les annonces ont été faites pour cette année, avec le nouveau gouvernement au printemps dernier, on était prêt à soumettre le plan parce qu'il y a des choses qu'on peut dépenser immédiatement, puis d'autres que ça va prendre du temps parce que la capacité industrielle à les fournir n'existe pas. Maintenant, pour la prochaine tranche, ça, c'est le reste du travail qui nous reste à faire. C'est récent comme annonce. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va traduire ça? Bien, il faut premièrement que je termine d'élaborer le plan de défense du Canada de façon très claire et précise avec les demandes actuelles, parce qu'on s'entend que quand on parle quand les Américains parlent de Golden Dome, ça, c'est un terme américain, mais au Canada, nous, ça prend notre propre version pour contribuer à ça. C'est un parapluie qu'on veut mettre au-dessus de notre territoire. Ça prend des senseurs à partir, encore une fois, de l'espace jusqu'au radar sur la Terre, et ça en prend aussi au niveau maritime, sous-marin, et etc. Là, on parle de capacités qui ne sont pas tous existantes présentement, donc il faut s'assurer de faire le travail, comment on va se les procurer, d'où ça va venir, comment ça coûte, pour être capable de planifier ça au cours des 10 prochaines années jusqu'à 2035 et plus tard. Mais de façon générale aussi, nos organisations, nos services sont aussi en transformation. L'armée, la force aérienne et nos forces maritimes sont en pleine transformation.
On vient juste d'accueillir la garde côtière au sein de la Défense. Ils vont apporter une, je vais dire force de frappe, mais ce n'est pas le bon terme, parce que ça va demeurer une entité civile, mais avec laquelle on va pouvoir intégrer nos opérations pour donner énormément plus de capacité de ce côté-là. Et nos forces spéciales aussi sont en pleine transformation. Donc, à tous les niveaux, il y a beaucoup de travail qui se fait. Donc, pour le 3,5 ça, on va l'élaborer, on va le séquencer dans le temps pour que ce soit gérable. Et finalement, le 1,5 c'est moins bien défini au niveau de l'OTAN. Donc, on est en pleine discussion avec l'OTAN pour bien définir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, des forces territoriales qui viennent assister dans le cas de désastres naturels, par exemple? Déployer des forces armées pour des désastres naturels, c'est trop. Hein? C'est un outil qui est pour des événements qui sont beaucoup plus intenses. Donc, est-ce qu'on peut peut-être élaborer un type de force qui pourrait être prêt pour ce genre de choses? Donc, toutes ces idées-là sont présentement en discussion. Ça m'amène à vous poser une autre question en lien avec ce dont vous venez de nous parler. Le gouvernement actuel planche sur une politique industrielle de défense. Ça, c'est quelque chose de nouveau au Canada. Vous me corrigerez si je me trompe, mais la dernière politique industrielle de défense, c'était probablement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ça fait des décennies et des décennies qu'on n'en a pas eu. Et ça, en soi, c'est marquant. L'objectif, c'est d'offrir, si je comprends bien, aux entreprises canadiennes une meilleure visibilité, une meilleure prévisibilité aussi, afin de leur permettre de mieux comprendre les orientations stratégiques du gouvernement. Puis en lien avec ça, nous apprenions il y a quelques jours que le gouvernement venait de lancer sa nouvelle agence de l'investissement pour la défense, qui veut donc réorganiser le processus d'acquisition militaire, puis aussi le simplifier, parce qu'on sait que on a parlé beaucoup d'acquisition militaire au cours des dernières décennies, puis généralement, ça vient avec beaucoup de frustration de part et d'autre. Là. Donc, il y a beaucoup de changements. Et donc, ma question, quel est, ou selon vous, quels devraient être les secteurs stratégiques à privilégier au cours des prochaines années dans le cadre donc, de cette nouvelle politique industrielle? À quoi est-ce que ça va ressembler? Quel est le plan de match? Mm-hmm. Il va falloir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça a énormément de potentiel de faciliter tout l'aspect industrie de la défense et faciliter notre travail aussi. C'était extrêmement difficile et complexe d'expliquer à l'industrie ce qu'on a besoin en termes de capacité. Quel est l'aspect typiquement canadien qu'on veut rajouter à nos systèmes? Donc, cette stratégie-là, à mon avis, va faciliter énormément ce travail-là et ajouter à ça la nouvelle agence aussi qui va venir centraliser puis consolider l'aspect approvisionnement parce que au fil des ans, il y a eu énormément de complexité d'ajouter au processus, ce qui fait qu'en temps de paix, quand on a 10 ans pour développer une nouvelle capacité, ça fonctionne, mais au rythme où les choses vont présentement et avec les développements technologiques, c'est impossible de réussir dans un environnement comme celui-là avec les anciens processus de temps de paix. Alors, je pense que ça a énormément de potentiel. Va falloir concentrer notre énergie sur des capacités souveraines parce qu'il faut avoir une contribution à cet environnement global-là.
je pense que notre collègue l'a mentionné plus tôt, nos industries au Canada, ils doivent exporter. Le marché de la défense au Canada n'est pas assez grand pour que l'industrie puisse se développer en conséquence. Il y a certains endroits où on veut peut-être axer nos efforts. Donc, au niveau de la construction de bateaux, ce qui se passe sur la côte est, côte ouest et ici à Québec, ça a pris 15 ans, en fait, à bâtir un shipyard qui est maintenant capable de produire des brise-glaces. Donc, notre classe de EOPS, qui est maintenant en opération, c'est une capacité qui est incroyable dans le contexte actuel où on a besoin d'avoir accès à l'Arctique et conduire des opérations de souveraineté. Donc, la construction de bateaux, c'est vraiment un endroit où on peut axer nos efforts. Tout ce qui est drone, ça, c'est des capacités qui sont en plein essor. On peut certainement apporter beaucoup de ce côté-là. Intelligence artificielle, physique quantique et informatique quantique, tout ce qui est le domaine du quantique, c'est extrêmement important avec le type de système qu'on va opérer dans le futur, où ils vont devoir gérer une quantité de données incroyable qui va rentrer de plusieurs senseurs en même temps. Et souvent, avec le type, par exemple, de missile auquel on fait face, on a seulement quelques minutes pour prendre une décision. Donc, qu'est-ce qui est en mesure de faire ça? C'est l'intelligence artificielle et le quantique qui nous permet justement d'accélérer le rythme de décision. Juste pour vous donner un exemple, quand un missile balistique est lancé, c'est relativement facile. On a généralement une trentaine de minutes pour réagir. Maintenant, avec le type de missile qui est développé, on a seulement quelques minutes, donc ça change le type de système qu'on a besoin pour intercepter ce genre de menaces-là. Donc, tout ce qui est le domaine des senseurs, les senseurs optiques, le domaine de l'espace aussi, le domaine de l'aéronautique, on a beaucoup de belles choses à offrir de ce côté-là. Mais c'est certain qu'on ne pourra pas tout faire. Et je dois aussi rajouter la munition, et surtout dans les composantes pour produire la munition. On ne pourra pas ici, de façon réaliste au Canada, produire notre propre munition avec toute la diversité de types de munitions qu'on a besoin. C'est impossible. Il va falloir se concentrer sur certaines. Puis ça va être apprécié aussi de nos alliés qui se cherchent des partenaires sûrs et des partenaires sur lesquels ils peuvent compter. À travers la crise actuelle où tout le monde se cherche un positionnement plus stable, il y a vraiment beaucoup d'opportunités d'offrir ce type de partenariat-là. C'est surtout ça que nos alliés voient en nous, c'est des partenaires stables et crédibles. Je vous amène légèrement ailleurs. Parlons de la défense continentale, des relations avec les États-Unis et de la stratégie que le Canada peut développer ou a choisi de développer. Le gouvernement actuel, le gouvernement Carney, a décidé d'investir dans la diversification de ses partenaires commerciaux et diplomatiques. Donc, il était récemment au Mexique, il a été en Europe à de nombreuses reprises, il cherche à se rapprocher progressivement du gouvernement indien, bien sûr les Sud-Coréens, les Japonais. Et donc, on sent chez le premier ministre actuel une volonté de se diriger progressivement vers ce qu'on appelle en relations internationales le hedging, to hedge your bets. Donc, on met des œufs dans différents paniers pour éviter donc de les mettre dans le même panier puis faire face à une situation délicate. Est-ce que cette logique-là, qui est commerciale et diplomatique, est transposable au domaine militaire dans la mesure où
il y a une interopérabilité avec les États-Unis, il y a une interdépendance avec eux. Il y a, il faut bien le dire, une dépendance à leur égard. 75% de nos investissements en défense proviennent des États-Unis, donc c'est énormément de sous. Donc, est-ce qu'on peut transposer cette logique-là? Est-ce que cette logique-là de diversification, elle est souhaitable de votre point de vue pour l'armée canadienne ou non? Est-ce qu'elle est impossible? Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Il y a un équilibre à atteindre, comme dans toute chose. On partage le même continent, surtout avec le traité de NORAD qui nous permet, encore une fois, d'agir ensemble pour couvrir le territoire. C'est extrêmement puissant comme modèle. En fait, présentement, l'OTAN se réajuste pour répondre aux diverses incursions dans leur espace aérien. Il y a un intérêt maintenant à retirer de leurs autorités nationales de façon à ce que le commandant à l'OTAN puisse prendre la décision rapide de répondre à des menaces potentielles. Donc, cette interopérabilité-là est extrêmement importante, mais pas dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il y a un équilibre à avoir. Il y a d'autres alliés qui ont des produits extrêmement intéressants pour justement rencontrer nos intérêts à nous avec les objectifs que nous, on veut atteindre. Donc, par exemple, le radar qu'on veut installer d'ici 2028 pour couvrir les approches au-dessus de l'Arctique, c'est de la technologie australienne. Donc, on s'est dirigé vers l'Australie parce que ils font la même chose, eux, mais dirigés vers le sud. Maintenant, on va l'adapter pour l'Arctique canadien. En termes de sous-marins, les Américains n'ont pas ce qu'on veut, mais le type de sous-marin qu'on a besoin, on regarde du côté de l'Europe et du côté de la Corée, qui ont des produits, justement, qui rencontrent nos besoins. Donc, c'est certain qu'on va aller voir ailleurs pour s'assurer, qu'on rencontre nos propres intérêts, qu'on s'assure que on développe l'industrie canadienne à travers tout ça en même temps et qu'on est capable d'être interopérable avec nos alliés. Donc, chaque décision, les facteurs qu'on considère, c'est l'interopérabilité, c'est comment rapidement on peut se le procurer, quel genre de modification qu'il faut faire, combien de temps ça va prendre, parce qu'on peut canadianiser des produits qu'on reçoit des autres, mais des fois, c'est un échec. Des fois, ça prend énormément de temps et en bout de ligne, on n'a pas la capacité qu'on anticipait avoir aussi. Donc, il y a des risques à prendre, mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui sont considérés dans nos acquisitions et tout ça, ça fait partie d'un tout à chaque décision qu'on prend. On me fait signe, on me dit qu'il ne me reste qu'une question à poser. J'en avais 4 autres. Donc, ça va bien, notre affaire. Ça va bien, notre affaire. Est-ce qu'on parle de la mission en Lettonie ou est-ce qu'on parle de l'Arctique? On peut peut-être parler de l'Arctique. Oui. Parlons de l'Arctique. C'est la grande priorité, vous l'avez dit tout à l'heure, des politiques de défense, des dernières politiques de défense, notamment la mise à jour de l'an dernier, si je ne m'abuse. Vous venez de faire référence au radar Over the Horizon, qui coûtera 6 milliards de dollars, acheté aux Australiens. On est dans une logique de modernisation du NORAD, qui est le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Quand on regarde l'immensité du territoire et les menaces qui sont présentes, on ne donne rien de les énumérer à nouveau, on les connaît, mais aussi quand on prend en considération le changement de ton à Washington, et puis ce midi, on a rappelé à 2 reprises
du côté du président américain, bon, cette volonté peut-être d'avoir un partenariat beaucoup plus intégré avec notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2025 pour assurer la sécurité et la défense de cet immense territoire qui est le nôtre? N'est-il pas trop peu, trop tard? Je parlais de plan de match tout à l'heure, quel est notre plan de match pour les prochaines années? Puis est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à vraiment investir beaucoup plus là-dessus que sur l'Indo-Pacifique? Ou à la limite, que sur les missions pour renforcer le flanc est de l'OTAN? Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Oui, je dois dire que parmi justement les 3 théâtres d'opération que je regarde présentement, l'Arctique est celui où on a le plus d'investissements. On a, et puis j'ose pas prendre des chiffres parce que je vais me tromper, parce qu'il y en a qui sont sur 5 ans, il y en a qui sont sur 20 ans, mais je pense qu'ils sont tous dans l'espace public. Donc, ça inclut, par exemple, la modernisation de NORAD. Ça inclut, nous, nos opérations qu'on fait au quotidien, à longueur d'année. Ça inclut nos infrastructures, nos bases qui sont déjà positionnées dans l'Arctique. Ça inclut les 4000 Rangers qu'on a dans 61 différentes communautés. Donc, quand on regarde à l'Arctique, on a présentement une présence permanente en Arctique qu'on vient bonifier avec des exercices de souveraineté. Donc, 11 mois par année, présentement, on conduit des exercices de souveraineté, souvent juste des Canadiens et souvent aussi en partenariat soit avec nos collègues de l'Indo-Pacifique, les Coréens et les Japonais, mais aussi du côté de l'Europe aussi. On a plusieurs partenaires aussi qui viennent s'intégrer à nos exercices. Je vais en oublier l'Allemagne, les Pays-Bas, les Norvégiens et j'en passe. Donc, on a l'idée dans l'Arctique, c'est d'être en mesure de pouvoir mettre plusieurs couches de surveillance pour être capable de voir. Donc, le radar fait partie de ça. Ce qui s'en vient aussi au niveau de l'espace, les satellites, ça fait partie de ça aussi. Et on a en plus divers projets d'infrastructure sont présentement en cours, comme par exemple l'extension de pistes d'atterrissage pour l'arrivée des F-35, mais aussi des pistes d'atterrissage qui vont permettre, avec des avions de plus gros calibre, de pouvoir se poser souvent dans ces communautés-là qui sont plus isolées. Donc, ça permet de renforcer les infrastructures aussi sur place pour les communautés. C'est de bâtir aussi la défense sur des communautés qui sont déjà existantes et ajouter à ça maintenant la garde côtière qui font énormément d'opérations dans l'Arctique, de pouvoir se déployer et on regarde à l'ajustement de certains de leurs équipements pour rehausser leur capacité justement de senseurs. Donc, il y a énormément en cours et beaucoup de choses s'en viennent au cours des 10 prochaines années. On le sait, c'est pas évident l'infrastructure dans l'Arctique. Avec les changements climatiques, le permafrost à plusieurs endroits est en train de s'effondrer. Ça amène des défis additionnels. Les domaines de la recherche aussi, nos gens de recherche et développement sont là-dessus. Mais je sais ici qu'à l'Université Laval, vous êtes bien arrimés avec nos gens de la recherche aussi, mais il y a beaucoup d'argent aussi d'investir en recherche pour résoudre ce problème-là. Énormément d'investissements dans l'Arctique et ça va être aussi une combinaison de technologies
les communautés qui sont existantes et la capacité militaire qu'on va être capable de projeter dans le secteur qui vont faire la différence. Sur ce, je vous remercie et je vous propose de se tourner tout de suite vers la période de questions, d'échanges avec le public. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une période de 15 minutes. Voici ce que je vous demande. Si vous voulez poser une question, veuillez aller derrière l'un des deux micros que vous voyez. Veuillez vous identifier et poser une seule question pour permettre au plus grand nombre de pouvoir justement en poser. Oui, monsieur. Oui. Peut-être qu'on peut en prendre 4 4 en rafale. en rafale. Puis, Allons-y. Parfait. Je peux peut-être les noter au besoin. Oui. Monsieur? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Une question sur un enjeu un peu plus large. On constate que même dans des États en principe démocratiques, comme les États-Unis ou Israël, on constate une instrumentalisation des armées à des fins de politique intérieure. Comment cela influence-t-il sur les dynamiques des alliances militaires comme NORAD ou l'OTAN? Et comment on fait pour protéger la démarcation nécessaire entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire? Merci. Merci beaucoup. Et veuillez vous identifier aussi. Merci. Monsieur? Denis Langlais, de l'Association des anciens délégués du Québec à l'étranger. Une question à 2 volets. Il y a eu au cours des dernières semaines plus de 47 occurrences de drones dans l'espace aérien de l'OTAN, donc Pologne et autres, jusqu'en Allemagne. Et la semaine dernière, à Copenhague, les pays ont décidé de bâtir un mur anti-drone, l'équivalent d'une ligne Maginot, j'imagine, pour essayer de donner cette sécurité. Est-ce qu'effectivement, il y aura une sécurité au-delà de cette technologie-là? Et comment va-t-on réussir à empêcher le déploiement de la guerre hybride à laquelle on se livre à l'heure actuelle du côté de la Russie? Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet de la question, c'est que à l'heure actuelle, il y a l'OTAN a assurément actuellement une capacité de défense à travers tout ce qui a été injecté en Ukraine. Est-ce que le Canada va continuer à injecter et est-ce qu'on va faire dépendre la sécurité de l'OTAN en général, des Européens, juste sur la capacité militaire de l'Ukraine? Merci, M. Langlais. Donc, on est à une question plus une question à 2 volets. Donc, ça compte comme 2 questions, ça? Madame, pour la 3e question, veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Leïla Amidoche. Donc, dans le contexte qu'on connaît de génocide à Gaza, et dernièrement, dans les dernières heures, on a eu la nouvelle que la chef du gouvernement italienne, Mme Meloni, a fait l'objet d'une plainte contre elle au niveau de la Cour pénale internationale pour complicité pour génocide, ainsi que quelques ministres de son gouvernement, dont le ministre de la Défense nationale. Vous, en tant que chef d'état-major de la Défense du Canada, comment conciliez-vous la coopération militaire avec Israël, les exportations d'armes, les échanges technologiques et les exercices conjoints, avec les obligations du Canada en vertu du droit international, notamment l'ordre de la Cour internationale de justice visant à prévenir un génocide à Gaza? Merci beaucoup, madame. Ça, c'est pour la 3e. Une 4e, monsieur? Oui, Général Carignan et en fait tous les militaires et vétérans, merci pour votre service. Ma question est un peu plus domestique et c'est concernant le fait que vous incarnez le changement. Il va y avoir de la gestion, de changement à faire au niveau des forces, il y en a toujours et il y en aura toujours. Comment se porte le département RH de l'armée canadienne? Je vous remercie. Ça fait 4. Est-ce que vous avez des espions chez nous? Alors, je vous prie d'attendre quelques minutes, messieurs. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Donc, je peux parler pour nous ici au Canada. La place d'une force militaire au sein d'une démocratie, c'est un endroit qu'il faut naviguer de façon judicieuse.
Et la ligne est fine et ça prend énormément d'expérience et ça prend aussi énormément d'attention de porter vers ce que nous, on appelle la profession des armes. La profession demeure au service de la population canadienne. Il y a des lignes qu'on ne doit pas traverser et ces échanges-là, il faut les avoir avec le gouvernement et souvent, cette interface-là, c'est moi qui l'ai avec le gouvernement sur les recommandations qu'on émet, le positionnement, etc. Au niveau militaire, hein, on s'entend bien, on est ce qu'on appelle le dialogue inégal, où l'expertise est entre nos mains. Le gouvernement a l'autorité. Il faut bien respecter ces lignes-là, tous et chacun. Mais une excellente question, et c'est au cœur de beaucoup de nos dialogues pour s'assurer qu'on reste là, dans le bon chemin. Au niveau de l'OTAN, le commandant suprême, mon Dieu, je ne sais pas c'est quoi en français, SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, bon, général Grinkovich, on a déclenché ce qu'on appelle Eastern Century, qui donne les lignes claires à tous qui sont déployés le long de la frontière, dont nos forces, nous autres aussi, déployées en Lettonie. Donc, ça clarifie le contexte dans lequel certaines décisions vont se prendre. Et là, maintenant, il y a beaucoup de travail de fait au niveau des règles d'engagement pour s'assurer d'avoir une réponse équilibrée, professionnelle. L'OTAN est très, très, très sensible à ne pas escalader inutilement. Ce que je veux dire par là, c'est de réagir trop à quelque chose à laquelle on ne devrait pas. Donc, c'est de bien doser la réponse de ce côté-là. La guerre hybride en Europe, au Canada, elle est en cours, là, mesdames et messieurs, dans l'espace d'information, dans l'espace cybernétique. On est sous attaque une centaine de fois à chaque jour au Canada. Donc, la guerre hybride, elle est en cours présentement avec des opérations de sabotage aussi en Europe. Ça fait un bon bout de temps que c'est en cours. Les Européens gèrent ça au quotidien avec les mesures qu'ils ont selon leurs organisations. Mais c'est clair que nous, au niveau des chefs de la défense, on surveille cet espace-là et il y a énormément d'entraide pour bien échanger sur la situation et bien comprendre justement les enjeux auxquels on fait face. Pour ce qui est de l'Ukraine, il faut faire les deux et on peut faire les deux. Soutenir l'Ukraine pour s'assurer qu'ils sont bien positionnés pour maintenir leur intégrité territoriale. Écoutez, on ne peut pas laisser M. Poutine gagner ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'état de nos démocraties, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau de l'encourager à poursuivre ses intentions impérialistes? Alors, il faut faire les deux. L'Europe est bien consciente que l'Ukraine fait partie du dispositif de sécurité qui sécurise l'Europe aussi en même temps. Alors, on s'assure que l'OTAN est bien renforcée et on s'assure aussi que l'Ukraine est bien supportée à travers les épreuves auxquelles ils font face présentement. Pour ce qui est des relations avec l'Israël, on se posture à la demande du gouvernement, nous, les forces militaires, en termes d'engagement puis d'interaction. Donc, on va répondre aux lignes directrices du gouvernement de ce côté-là. On a peu de contacts personnellement avec les forces israéliennes. Cependant, on a une ligne qu'on peut appeler s'il y a quelque chose qui se passe pour être capable de se parler, justement, au cas où, par exemple, nous, on doit évacuer le personnel canadien de la région. On l'a fait à plusieurs reprises au cours
des dernières années où on avait des forces prêtes à intervenir pour évacuer les Canadiens, soit d'Israël ou du Liban. Alors, il faut préserver une ligne pour être capable, justement, d'aller soutenir nos Canadiens qui peuvent être déployés ou présents dans la région pour toutes sortes de raisons. Alors, nous, on répond, en fait, au gouvernement en termes de posture de ce côté-là. Et puis, finalement, la gestion du changement, les RH, on est aussi en pleine réorganisation de notre secteur des ressources humaines parce que, vous le savez, on a une composante fonctionnaire au sein de la défense et militaire. Ils sont régis par des différents règlements. Donc, j'ai des RH qui se concentrent vraiment sur les politiques militaires et il y a un secteur qui se concentre sur la fonction publique, mais les deux opèrent partout ensemble sur nos bases. On est en train de créer justement une organisation qui va consolider tout ça ensemble, puis qui est bien positionnée justement pour réagir et être un peu plus agile en termes de politique personnelle parce que des fois, c'est long. On change une directive, puis ça en affecte 10 autres. Il faut faire notre ménage là-dedans aussi. Alors ça aussi, c'est en cours de transformation, mais gros changement aussi dans notre secteur des RH. Merci. 4 questions ou 4 minutes? 4 autres questions. Monsieur, veuillez vous identifier et poser votre question. Merci. Oui, bonjour, Steven Bilodeau, étudiant de première année en affaires publiques, relations internationales. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ma question, elle est toute simple, puis j'ai le goût de vous entendre un peu plus sur vous et votre parcours. On l'a dit tantôt, vous avez brisé un plafond de verre en devenant la première femme à occuper cette fonction-là parmi les 20 plus importants pays. C'est quoi, selon vous, le plus grand frein pour les femmes qui veulent s'impliquer dans la collectivité, dans des postes importants? Vous êtes la preuve que vous avez réussi à briser ce plafond-là, mais je suis convaincu qu'il y a des tonnes de défis qui se présentent. Donc, qu'est-ce que vous diriez peut-être à la jeune génération, aux jeunes ici présents dans la salle qui aspirent à être vecteurs de changement? Merci, monsieur. Monsieur, veuillez vous identifier. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Vincent Bordelot, étudiant ici à l'Université Laval. Ma question, c'est à propos de ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau du chef du département de la défense américaine. Pete Hegseth a fait une réunion avec plusieurs de ses généraux et des amiraux pour faire des réformes au niveau des forces américaines. On parle, par exemple, de rehausser les standards et, je cite, « mettre la main sur les recrues ». Sur ce point, l'armée canadienne a été dans une optique complètement différente. Par exemple, on invite les résidents permanents à s'inscrire et on a rehaussé aussi, pas rehaussé, mais on a changé de tactique au sujet du côté médical des forces. À ce sujet, selon vous, c'est quoi le développement pour la suite pour les forces canadiennes? Est-ce qu'on continue dans cette même optique ou on fait un peu comme les Américains, dans le fond? Merci. Merci, monsieur. Ça en fait 2. Troisième, veuillez vous identifier. Merci. Bonjour, Enrique Ramos, étudiant à l'Université Laval en études internationales et langues modernes. J'aimerais premièrement remercier Mme Carignan et tous les autres invités ici de vous être présentés. Sur ce, Mme Carignan, nous savons que plusieurs technologies militaires adoptées ou exportées par le Canada sont d'abord éprouvées dans des conflits asymétriques, notamment à Gaza ou en Cisjordanie. Si des armes sont testées sur des populations civiles telles que les Palestiniens avant d'être utilisées ou achetées par le Canada, n'a-t-il pas une complicité morale, voire même juridique? Le Canada, par l'entremise de son armée, peut-il réellement se dissocier d'un système militaire qui fait de la souffrance humaine un terrain d'expérimentation? Pardon. Merci, monsieur. Merci pour votre question. Et puis, enfin, la 4e. Monsieur, veuillez vous identifier. Merci. Bonsoir à vous. Mon général, moi, c'est Siméon Roland, Ecodo. Je suis étudiant à l'Université Laval. Je fais un doctorat en communication publique et un micro-programme en affaires stratégiques et diplomatiques. J'ai une question à vous poser. Quand on est chef d'état-major de l'armée canadienne et qu'on écoute le discours sur le 51e État unien, est-ce que ça vous met en
en insécurité psychologique. C'est Quand vous très prenez en compte personnel. le partage des informations avec un allié stratégique historique, merci. C'est très personnel comme question. Merci, Siméon. Alors, sur ce, la parole est à vous. Parfait. Sur le parcours et peut-être le plus grand frein que je vois, puis ça ne s'applique pas seulement aux femmes, mais à plusieurs gens ici qui ont peut avoir vécu l'exclusion. Hein? Puis ça commence tôt, ça commence au primaire, dans le cours d'école. Hein, on le sait tout ce que c'est quand tu es le dernier à être choisi là, sur l'équipe de ballon chasseur. Là. Tout le monde sait à quoi ça ressemble, ce genre de dynamique de groupe-là. Et je dois dire que, de ma perspective, le plus grand frein, c'est les perceptions ou les rôles construits qu'on s'est donnés sur plusieurs centaines d'années. Donc, souvent, on se fait dire ce qu'on n'est pas capable de faire au lieu d'encourager. Bon, on a un jeune qui veut s'en aller comédien dans les arts. Bien, on va passer pas mal, peut-être beaucoup de temps à expliquer pourquoi ce n'est pas un bon move, parce que c'est pas payant. Hein? Je veux dire, souvent la réaction, puis je prends ça comme exemple, mais la réaction, c'est de se faire dire, ben qu'est-ce que tu fais là? C'est sûr que tu n'es pas capable de faire ça. Donc, on crée des doutes. Et donc, au fil du temps, ces doutes-là ont des répercussions qui fait qu'à un moment donné, c'est assez et on passe à d'autres choses. Ma réaction à tout ça, c'est de simplement réfléchir, s'attarder sur ce qu'on contrôle vraiment. Donc, on ne contrôle pas ce que les gens vont penser. On ne contrôle pas notre réputation non plus. On ne contrôle pas ce que les gens vont décider de nous faire quand on se déploie à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. En fait, la seule chose qu'on contrôle, c'est comment on pense et les actions qu'on va décider de poser. Ça, c'est les deux seules choses, en fait, qu'on contrôle. Et je suis toujours revenue là-dessus. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ces observations-là ou ces commentaires-là, ça n'avait aucune fondation à nulle part. Donc, très, très, très rapidement, c'est un petit peu, ce serait ma réaction à la question. Général Carignan, avant de vous laisser répondre à la deuxième question, il y a des gens qui sont toujours debout. Je vous invite à retourner vous asseoir. Nous n'aurons plus le temps pour d'autres questions. Cela étant dit, il y aura un cocktail ensuite. Et vous aurez la possibilité de poser votre question à la générale. Je vous laisse poursuivre. Au niveau des discussions la semaine dernière là, avec le leadership américain, écoutez, moi, je vais me concentrer sur ce qu'on a à faire ici au Canada. Ça, je n'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Et je vais vraiment me concentrer ici sur nos forces armées canadiennes et le standard à laquelle on s'attend. Je vais mentionner en passant que quand on parle de diversité et d'inclusion, souvent la réaction immédiate, c'est « Ah, ben on va baisser nos standards ». C'est souvent la réaction immédiate. Je dois dire qu'on a des standards très élevés dans les forces canadiennes. On a changé l'apparence, oui, mais nos standards n'ont jamais baissé. Le niveau de professionnalisme, les attentes sont aussi hautes, sinon plus qu'elles les étaient avant. Moi, j'ai sorti du système des années 80. Ce qu'on s'attend de nos gens présentement, des instructeurs, des leaders, c'est fondamentalement différent et beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait s'attendre dans les années 80. Le genre d'opération, le genre de mission qu'on fait présentement, c'est beaucoup plus complexe que ça l'était dans les années 80 quand on était déployé sur une zone de séparation.
et les attentes en termes de jugement et de s'assurer que les gens peuvent penser sur leurs deux pieds avec un esprit critique parce qu'ils ont le doigt sur le trigger, puis il faut qu'ils fassent le bon call. Extrêmement plus complexe. Donc, les attentes et les standards beaucoup plus élevés qu'ils l'étaient avant. Alors, s'il y a une perception qu'on baisse nos standards médicaux, puis qu'on baisse ici, puis ça, ce n'est qu'une perception, parce qu'il reste que nos standards sont extrêmement élevés et que, franchement, on veut aller chercher le plein potentiel de talent qui se retrouve au sein de 100% de notre population au Canada. On a énormément de talent au Canada. Il faut aller puiser dans l'immensité de ce talent-là. Alors, en bout de ligne, je suis extrêmement confortable avec le positionnement qu'on a présentement et la façon dont nos troupes présentement se comportent et les résultats qu'ils obtiennent sur le terrain, c'est tout à fait admirable. Fait que pour ceux d'entre vous qui ont la chance de côtoyer nos gens en opération, je suis certaine que vous arrivez au même constat que le mien. Au niveau de la technologie militaire, je suis à 100% d'accord qu'on a une immense responsabilité, nous les militaires, mais aussi l'industrie et les règlements qui régissent nos exportations militaires. Il faut aller chercher des partenaires qui sont des partenaires de confiance pour s'assurer justement qu'ils représentent nos valeurs, mais aussi qu'ils protègent la technologie de façon éthique et morale. Il n'est absolument pas question d'aller tester des capacités militaires sur des populations humaines. Il n'en est pas question. On a toutes sortes de moyens présentement à notre disposition pour mesurer sans avoir à tester sur des humains. Et il reste qu'on est des signataires de la Convention de Genève et on prend ça extrêmement au sérieux. On prend ça au sérieux, pourquoi? C'est non seulement pour les résultats qu'on cherche à obtenir sur le champ de bataille, parce que si on veut avoir un espoir d'une paix durable suivant un conflit, il faut s'être comporté de façon honorable à tous les niveaux. Et si moi, je veux être en mesure de ramener mon personnel au Canada de ces opérations-là avec une santé mentale qui est saine, il faut que ces gens-là aient eu la conviction qu'ils ont fait la bonne chose parmi toutes les actions difficiles qu'ils ont dû apprendre sur le terrain. Alors ça c'est extrêmement important en termes de professionnels militaires. Ces comportements éthiques et moraux-là à tous les niveaux, c'est critique, pour une paix durable, mais aussi pour garder notre personnel en santé. Et finalement, le 51e État, écoutez, moi, c'est de la rhétorique politique. C'est pas vraiment, c'est pas ça que je sens présentement dans les engagements, les relations que j'ai avec mes homologues américains. On a beaucoup de professionnels en place aux États-Unis. J'ai des partenaires qui se soucient de faire la bonne chose aussi au niveau défense, intégration, collaboration, partenariat. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on prenne notre part du gâteau puis qu'on fasse notre part. Et ce qu'on amène à la table est extrêmement apprécié. Alors que ce soit du général Grinkewich à l'OTAN, général Paparo dans l'Indo-Pacifique ou général Guillot ici à NORAD sur le continent. On a énormément d'échanges pour s'assurer qu'on aligne tout ça malgré la turbulence là, au niveau politique. Alors, moi, de mon côté, là, j'ai énormément de respect pour ce qu'ils vivent présentement, mais aussi
eux nous traitent aussi exactement de la même façon. Ils ont énormément de respect pour ce qu'on amène à la table en tant que Canadiens. Alors voilà. Mesdames et messieurs, la générale Jenny Carignan. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à vous rasseoir. On se rassoit. Merci. Merci infiniment pour votre temps, pour la générosité de vos réponses, qui n'étaient pas, comment dirais-je, schématiques, mais approfondies. C'était très apprécié. Pour la suite des choses, je tiens à vous dire que c'est la fin de la deuxième grande conférence Brian Mulroney, qu'il y en aura d'autres en janvier ou février prochain, donc restez à l'affût pour l'annonce de la troisième grande conférence. Je remercie à nouveau nos partenaires, Bombardier, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, la Ville de Québec, Québec International. Nous avons un partenariat avec eux qui est très important. Nous vous remercions à nouveau. Maintenant, pour le déroulement du cocktail, voici ce que je vous propose. Nous allons d'abord laisser sortir nos invités de marque qui sont assis à l'avant et la générale Carignan. Et puis ensuite, vous pourrez avec nous donc venir nous rejoindre dans le hall du TCU, juste de l'autre côté, pour poursuivre la discussion. Encore une fois, merci de vous être déplacés en si grand nombre malgré la pluie et au plaisir de vous revoir prochainement. Merci. Encore une fois, merci.